Amis des diodes à courant constant, bonjour. Il y a déjà pas mal de temps, j'avais fait une vidéo qui expliquait pourquoi il fallait généralement toujours mettre des résistances quand on alimentait les LED. J'expliquais différents moyens de commander les LED, et un internaute m'a fait remarquer il y a quelque temps que j'avais pas du tout parlé des diodes à courant constant. Et c'est vrai que c'est un composant que j'ai jamais abordé, et il est temps de combler cette lacune. Alors pour bien comprendre, on va plutôt déjà partir d'un exemple tout à fait concret pour voir pourquoi on a besoin des fois de ce genre de diode. L'exemple concret qu'on va prendre, il est très simple. J'ai décidé par exemple de mettre une LED sur ma breadboard, et ma breadboard, je fais des montages qui vont de 3 à 24 volts. Et ce que je veux, moi, c'est mettre une LED sur l'alimentation pour voir si c'est alimenté ou pas. Une LED, j'en avais déjà parlé, en gros, ça nécessite un courant constant, par exemple, mettons 20 mA. Et ce qu'on fait généralement quand on a une LED et justement une tension, c'est qu'on met avec une résistance en série, comme on peut le voir ici, qui a pour but de limiter le courant à l'intérieur de la LED de façon à ce que il soit le plus proche possible de cette valeur de 20 mA. Et la formule pour le faire, elle est très simple, elle est basée sur la loi d'Ohm. En gros, la résistance, donc, c'est la tension d'alim moins la tension aux bornes de la LED divisée par le courant qu'on veut. On voit que cette équation, on peut aussi la noter comme ça, c'est la même sous une autre forme différente, c'est-à-dire que le courant dans la LED, on voit qu'il est égal à la tension d'alim moins la tension de la LED divisée par la résistance. La résistance, par définition, elle est constante, généralement elle ne change pas. La tension de la LED, elle varie un peu, mais enfin généralement dans de très faibles proportions. Mais on voit que dans cette équation, dans mon exemple, c'est Valim qui va changer. Très souvent, Valim, il est fixe, mais ici, je veux qu'il varie de 3 à 24 volts. Donc, si je me dis, je vais calculer une résistance, on va dire pour 12 volts, à peu près au milieu, on voit qu'en appliquant cette formule-là, j'aurai une résistance de 500 ohms. Mais si, avec cette résistance de 500 ohms, j'applique là cette équation, on voit qu'en variant de 3 à 24 volts, le courant dans la LED, il va varier de 2 à 44 mA. C'est-à-dire, c'est pour ça que je l'ai mis ici, ça veut dire qu'à 2000 ampères, j'aurai une LED qui sera quasiment pas allumée, et à 44, j'ai une chance d'avoir une LED cramée. Donc, c'est pas vraiment très intéressant ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée ici, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir un courant constant de façon indépendante de VAlim. Et pour faire ce genre de choses, on pourrait imaginer plein de trucs, mais j'avais aussi déjà fait une vidéo sur les générateurs de courant constant. Les générateurs de courant constant qui, justement, ont comme particularité de générer un courant constant, quelles que soient, en gros, les variations de tension, quelque part. Et j'avais montré dans cette vidéo qu'il y avait différentes manières de faire des générateurs de courant, mais que très souvent, ça nécessitait souvent plusieurs composants. Et pourtant, il y a un composant unique, qui est très simple à utiliser, qui fait tout à fait justement la fonction dont on a besoin, c'est ces fameuses diodes à courant constant, qui sont donc des diodes, alors on les appelle différemment, des fois régulatrices de courant, génératrices de courant, enfin on voit différents noms. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces diodes déjà le symbole normalisé, il y en a plusieurs, on voit, il y a soit celui-ci, il y en a peut-être d'autres, enfin bon, voilà, généralement on les note comme ça. C'est des diodes qui, à l'intérieur, quelque part, ressemblent à ce montage-là, plus ou moins, qui sont, en gros, un FET. J'en ai aussi parlé, justement, qu'avec les FET, on peut faire assez facilement des générateurs de courant, dont on règle justement le courant par la valeur de cette résistance. Bon, maintenant, toutes les diodes à courant constant ne sont pas faites sur ce modèle-là. Celles que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des chances qu'en interne, elles ne soient pas faites comme ça. Mais on s'en fout un petit peu de comment elles sont faites à l'intérieur. Ce qui compte, c'est quelles sont les caractéristiques qu'on a. Donc, ce qu'il faut retenir sur ces diodes, c'est qu'elles s'utilisent dans le sens passant, c'est-à-dire en mettant une tension positive sur l'anode ici et négative sur la cathode. Et c'est des diodes qui, une fois que la tension aux bornes a atteint un certain seuil, limitent le courant à une valeur donnée qui est fixée par les caractéristiques de la diode. C'est une diode 10 milli, ça restera invariable à 10 milli. En fait, on va le voir tout à l'heure, c'est pas réellement exactement invariable, mais enfin on va dire que le courant à ce moment-là quand même il varie très très peu. Et justement, dans les datasheets de ce genre de diode, on va avoir différentes caractéristiques, dont les principales sont justement le courant nominal, c'est-à-dire justement, cette diode, elle est faite pour réguler le courant à quelle valeur. C'est généralement en dessous de 100 mA, ça condense des fois, alors il y a différents modèles, mais enfin on va dire que ça va en gros de 1 à 100 milli en général.
la tension directe maximum, c'est-à-dire quelle tension on peut mettre aux bornes, que le courant ou non soit atteint. Généralement, ça va aller à plusieurs dizaines de volts. On va voir que c'est aussi lié après à la puissance max. La tension inverse maximum. Et là, ça dépend des modèles. Il y a des modèles où, comme ça, la diode en série ici peut encaisser éventuellement une tension assez forte. Mais par exemple, sur le modèle que je vous montrais, d'après le datasheet, si on dépasse même 100 millivolts à l'envers, ça peut la bousiller. Il y en a donc qui manifestement sont pas faites pour avoir une tension inverse. Ce qui veut dire quelque part, même si c'est une diode, c'est pas une diode qu'on pourrait utiliser pour faire du redressement, ou alors des modèles qui justement acceptent d'avoir une tension inverse plus forte. Encore une fois, il faut regarder les datasheets. La puissance maximum qu'elle peut dissiper, qui en fait, comme dans la majorité des semi-conducteurs, est liée aussi bien sûr à la température maximum de la jonction, enfin de la puce qui est à l'intérieur. Et si cette température dépasse aussi une certaine valeur, ça va fondre et foutre tout en court-circuit. Et aussi la tension minimum pour fonctionner, c'est un petit peu le seuil dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va retrouver. C'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait une certaine tension aux bornes pour qu'elle marche vraiment en régulateur de courant. Donc ça, on va dire, c'est les caractéristiques les plus importantes, il y en a d'autres, sachant que il y en a certaines, comme la tension directe, inverse, et la puissance et la température. Si on les dépasse, généralement, ça risque carrément de bousiller la diode. Souvent, ils s'arrangent pour les faire avec des coefficients de température négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec l'augmentation de la température, le courant diminue. Et c'est assez malin, parce que si le courant diminue, la puissance va diminuer, ce qui fait une sorte d'autorégulation. Imaginons que ce soit à l'inverse, on pourrait avoir un effet d'emballement thermique, comme on peut voir ça des fois sur certains montages. Donc là, c'est plutôt généralement fait pour justement éviter ça. Il faut bien sûr faire attention quand on met des diodes comme ça, de vérifier que la puissance max elle n'est pas atteinte. Donc comme toutes les diodes, si on sait qu'à un moment donné elle peut chauffer pas mal, on peut prévoir un refroidissement, soit au niveau du PCB, on peut mettre pourquoi pas un radiateur dessus, enfin on peut faire différentes choses. Souvent on peut les mettre en parallèle, ce qui permet d'avoir plusieurs courants. Si on met deux diodes de 100 milli en parallèle, on aura 200 milli. Mais sinon, d'un point de vue boîtier et look extérieur, ça se présente comme des diodes classiques, qu'elles soient traversantes ou CMS. On les repère pas comme ça au premier coup d'œil. Il y a que la ref qui peut nous dire que c'est une diode de ce style-là. Comment ça marche? Généralement, c'est des diodes qu'on va mettre dans le sens passant en série avec la charge. Alors là, la charge, dans l'exemple qu'on va voir, on va dire c'est une LED, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Pourquoi pas, on peut charger un condensateur pour avoir une charge linéaire, on peut mettre une résistance, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. À la limite, on peut même mettre un court-circuit, ça fera passer un courant constant. On regarde leur courbe caractéristique, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant que la tension aux bandes de la diode, qui est sur cet axe-là, ne dépasse pas une certaine valeur, on va dire que on peut dire carrément que la diode elle se comporte comme une résistance, c'est-à-dire que le courant augmente linéairement avec la tension. Mais dès qu'on va arriver à cette tension suffisante pour qu'elle fonctionne, et là elle va se mettre en mode régulation et le courant augmentera très peu avec la tension. Généralement, c'est pas hyper stable. Je veux dire, la courbe, c'est pour ça qu'on voit qu'elle est pas exactement horizontale. Enfin voilà, par rapport à une diode normale, il y a quand même pas photo. Sachant que il faut pas, bien sûr ici, pas dépasser justement la tension max. Si on la dépasse, se remonter comme ça, mais enfin il y a aussi des chances que ça bousille la diode. Encore une fois, attention à la puissance max. C'est assez facile de calculer la puissance dans la diode ici. C'est comme une résistance. En gros, c'est la tension aux bornes multipliée par le courant. Prenons tout à l'heure l'exemple de la breadboard. Quand je vais être au max de la tension que je voulais mettre, 24 volts sous 20 mA, 22 fois 20 mA, ça fait 0,44 watts. Si la diode est donnée par exemple que pour 200 milliwatts, elle va chauffer trop, elle va être détruite. Si la diode est donnée pour 1 watt, il n'y a pas de problème. Donc en gros, très souvent, ce qui va éventuellement limiter la tension max, c'est pas tellement la tension max qu'on peut mettre à ces bornes, mais c'est la puissance. La diode qu'on va voir tout à l'heure, on va voir qu'elle est à peu près limitée à 400 milliwatts, alors qu'elle peut tenir, je crois, jusqu'à 45 ou 50 volts. Dans le montage qui est ici, dans la mesure où la tension aux bornes de la diode ici sera toujours à peu près de 2 volts, voilà, ce qui va limiter, c'est ça, c'est cette limite-là, et c'est pas la limite de tension. Donc faut vraiment ça y faire attention, parce que si elle chauffe trop, elle crame. Pour illustrer aujourd'hui le propos, justement, j'en avais pas tellement des diodes comme ça, ou des
des vieilles, mais enfin bon, toujours est-il que j'ai été sur Radiosphère et j'ai acheté ce modèle, qui sont des diodes à courant constant, à usage général, mais qui sont quand même spécifiquement quand même étudiés pour driver des LED. Ils ont un courant nominal justement de 20 mA et tiennent, comme je le disais, 45 volts, mais 460 milliwatts. Donc encore une fois, hein, faites gaffe. Si par exemple je mets une seule LED et 45 volts, eh ben je dépasserai cette puissance de 460 milliwatts et ça ira pas. Par contre, comme on le voit ici, si on met plusieurs LED en série, on voit que les tensions des LED s'additionnent, et à ce moment-là, on peut éventuellement monter plus haut. Enfin bon, vous avez compris le principe. Alors justement, ces schémas ici, je les ai extraits du datasheet de cette diode, hein, que je mettrai un lien dessus dans le commentaire de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et l'utilisation donc de base consiste à mettre une ou plusieurs diodes LED en série avec la diode. Et voilà, on a un courant ici constant. Si on met plusieurs LED, ça augmentera la tension minimum pour que ça fonctionne, mais ça ira très bien. Là, on voit par exemple que dans cet exemple-là, si c'est des LED blanches par exemple qui ont besoin de 3 volts, on voit que pour que ça fonctionne, pourquoi ils disent 12 volts? Parce que il y a 3 x 3, 9 et c'est les tensions aux bornes des LED en fonctionnement, plus la tension de seuil ici de la diode, ce qui fait qu'en dessous, voilà, on risque de ne pas avoir assez de tension pour que ça fonctionne bien. Et par contre, voilà, après, on peut varier facilement jusqu'à 20 volts. La limite haute ici étant fixée soit par la puissance, comme je dis, ou par la tension. Comme je le disais aussi, on peut les mettre en parallèle. Hein, voilà, par exemple, pour des diodes qui ont besoin de plus de courant. Rien n'empêche ici de faire de la modulation. Non, donc typiquement, là, si on voulait faire une modulation PWM, il n'y a absolument aucun problème pour le faire. Voilà, ici un exemple. Et à ce niveau-là, je veux dire, ça fonctionne comme si c'était une résistance, il n'y a pas de problème. Et ça permet aussi, pourquoi pas, de faire de l'éclairage, on va dire, alternatif, même sans être obligé d'avoir un condensateur. Par exemple, là, il montre un exemple où j'ai carrément du 210 ou du 220. Ici, il y a un pont de façon à avoir un redressement pour avoir ici toujours une tension positive, hein, mais qui va être sous forme comme ça de demi-alternance. Et ça suffit. Alors attention, là, il faut mettre le nombre de diodes qui va bien. Hein. Là c'est un exemple. Hein. Il faut mettre assez de diodes ici, bien sûr, pour que, encore une fois, la puissance max et la tension max ne soient pas dépassées sur la diode. Donc, comme je le disais, hein, ce modèle, c'est un modèle CMS. Voilà, il se présente un boîtier vraiment tout à fait standard. Alors maintenant, on va faire un petit peu un exercice pratique. Et qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? On va comparer les deux systèmes. C'est-à-dire que d'un côté, je vais mettre ici une LED avec une résistance de 560 ohms, et de l'autre, je vais mettre la même LED, mais avec la diode à courant constant. Et on va mettre ici 3 sondes d'oscilloscope, une là, S1 qui va permettre de mesurer la tension. Là, j'ai mis des résistances shunt de 1 ohm qui vont peu perturber le circuit, mais qui vont me permettre, en mettant ici une sonde là et là, avoir une tension qui est proportionnelle au courant. Et on va voir après, en faisant varier justement la tension d'alim sur l'oscilloscope, comment ça se comporte. Alors allons-y. Voilà, j'ai fait le montage en question. Alors déjà, visuellement au niveau des LED, on voit que quand j'augmente la tension tout doucement, déjà celle de droite, hein, donc celle de droite c'est celle qui a la diode, on voit qu'elle s'illumine assez vite, je veux dire quasiment de façon normale, alors que celle de gauche, là, ce qui est normal, elle est sous-alimentée par la résistance. Là, je continue à monter. On voit qu'il y a une variation de celle de gauche, alors que celle de droite est quasiment constante. Et que, voilà, ici on voit bien que quand je varie comme ça, il y a une variation bien plus importante à gauche qu'à droite. Alors regardons maintenant un peu sur l'oscilloscope, ce que ça donne. Si on regarde ici sur l'oscilloscope, hein, là en jaune c'est la tension, en vert et en rouge c'est les deux courants. Donc là on voit que dès que j'augmente la tension, le courant augmente beaucoup plus vite là où il y a la diode de courant, parce que là, elle se comporte comme une résistance mais qui est assez faible, et que arrivé à peu près voilà à 20 milli, ça stabilise. Là on est au point où les deux courants sont identiques, aussi bien dans la résistance que dans le générateur de courant. Mais là si je continue d'augmenter la tension, c'est là qu'on voit très bien l'effet régulateur de la diode, c'est que là le courant continue d'augmenter en vert, alors que et là on voit même aussi que si je continue, il a tendance à baisser un petit peu. Et ce qui le fait baisser un petit peu, c'est justement ce que je disais, c'est ce coefficient de température négatif. C'est comme là, elle commence à chauffer, elle a tendance à baisser justement pour éviter l'emballement thermique. Hein, voilà, si on recommence, hein, pour bien voir.
Là, je vais essayer de faire une montée à peu près linéaire. Voilà. Là, on voit très très bien les différences. Alors, on peut aussi mesurer à partir de quand le courant commence à monter un petit peu. Donc là, par exemple, on voit que la tension, voilà, mini pour que ça démarre, eh ben, elle est faible, elle est de l'ordre de 2 volts. Et là, on voit qu'il commence à passer du courant dans la LED. Mais si on met l'échelle ici en milliampères, voilà, on voit que c'est moins. Par exemple, là, pour avoir 10 milliampères, hein, c'est la trace orange avec la diode, il faut déjà que j'ai à peu près 3 volts. Et je vais avoir réellement les 20 milliampères que quand j'aurai ici une tension de l'ordre de 7 volts. Sachant que cette tension se partage entre la diode et la LED. Si on veut mesurer la tension aux bornes de la diode régulatrice pour qu'elle soit à son courant nominal de 20 milliampères, hein, voilà, ici on voit que j'augmente. Et voilà, toc, là, je suis, comme on voit la courbe orange, à 20 milliampères. C'est-à-dire que là, on va dire qu'elle régule bien à 20 milli. Et bien, si on met voilà, un voltmètre aux bornes de la diode, on voit c'est 5,8 volts. C'est assez important, en fait. Il y a une tension de déchet qui est assez importante pour qu'elle soit à son courant nominal. Ça explique, par exemple, pourquoi il faut déjà quand même une tension relativement importante. Alors, il y a des diodes qui ont moins que ça, hein, ça dépend des modèles. Enfin voilà, sur le modèle que je vous montre, c'est comme ça. Mais voilà, là on voit très très bien hein, ce phénomène où là elle fonctionne comme une résistance assez faible. Et toc, dès qu'elle est comme ça à son courant de maintien, et ben elle est, je veux dire, nominale. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est quand même beaucoup mieux qu'une résistance. Parce que si j'avais mis en effet ma résistance au milieu, on voit que très vite, il y a quand même beaucoup plus de courant dans la LED. Alors que là, au niveau de ma résistance, je suis sous-alimenté. Que à la tension pour laquelle j'ai calculé ma résistance, à peu près 12 volts, je suis à peu près pareil. Et mais qu'après, voilà, là pour le coup, je protège ma LED. Là, si je monte, là, je suis quasiment à 40 milli, ma LED, elle va pas durer longtemps. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Qu'on peut en déduire que l'intérêt d'alimenter des LED avec ce genre de diode, hein, en courant constant, c'est surtout intéressant qu'on a potentiellement une très grande dynamique, une très grande variation possible de la tension d'alimentation. Si on a une LED qui est alimentée avec une tension fixe, par exemple 12 volts, voilà, on voit qu'on gagne absolument rien. Il suffit de mettre une résistance. J'avais lu une fois sur un forum un gars qui disait que le fait d'utiliser ce genre de diode, ça dissipait moins. Absolument pas, hein, comme on l'a vu. Ça change absolument rien au niveau de la température, de la puissance, du rendement et tout ça. À tension fixe, qu'on ait une diode régulatrice ou qu'on calcule une résistance pour le même courant, ça change absolument rien. Mais par contre, c'est très intéressant pour avoir des grandes variations. Et d'ailleurs, les générateurs de courant, indépendamment des LED, c'est justement souvent utilisé dans ce cadre-là. Si vous regardez par exemple les schémas internes des amplificateurs opérationnels, vous verrez que c'est utilisé énormément de sources de courant intégrées pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est plus facile souvent à intégrer que des résistances, mais aussi ça permet justement d'avoir des grandes plages de variation d'alimentation tout en gardant justement des courants de polarisation qui varient peu. Enfin donc voilà pour ça. Et puis là je suis un petit peu à la bourre, puis malheureusement j'ai une panne là, qui n'était pas prévue, j'ai un onduleur là qui ne fonctionne plus. Donc vous allez peut-être avoir droit à une vidéo de réparation d'onduleur. Enfin j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe, toujours est-il que ça marche plus. Faut que je regarde ça. Tiens Maurice, et alors tu dis que ça sera la première fois de ma vie que je réparerai un onduleur. Oh malheureusement non. Mais c'est vrai qu'il y a des choses hein, qu'on peut faire plus ou moins de fois dans sa vie. Il y a même des choses que tu peux faire qu'une fois. Par exemple, sauter d'un avion sans parachute, c'est un truc que tu peux faire une fois dans ta vie, mais généralement pas deux. Voilà, que le grand polarisateur, le dieu des diodes, veille sur vos montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.